à tous, je m'appelle Thibaut Mousseau, je suis doctorant en Léa depuis 5 mois seulement et je vous parlais de la place de la capture cryogénique de CO2 dans la décarbonation du transport maritime. Avant ça, on va être un peu général et repasser un peu sur le parcours du CO2. Donc, je pense que vous le savez tous, mais aujourd'hui on a mis beaucoup trop de CO2 qui part dans l'atmosphère. Il y a vraiment une très grande variété de sources, que ce soit les centrales de production d'énergie, les aciéries, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à devoir retirer du CO2 de l'atmosphère. Pour ça, on a deux grandes familles de solutions. La première, c'est de venir aspirer le CO2 depuis l'atmosphère. C'est le direct air capture. C'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, mais c'est un axe de recherche également. Ou alors venir retirer le CO2 des fumées des sources, qu'on appelle la capture ponctuelle. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'une fois que le CO2 est capturé, le problème il ne s'arrête pas là, bien au contraire. Il faut ensuite le transporter jusqu'à soit les sites de stockage où ici on a les mêmes problématiques qu'on retrouve pour les déchets nucléaires, c'est-à-dire qu'on stocke le CO2 dans un endroit et on fait que déplacer le problème. On ne traite pas le CO2, on n'en fait pas quelque chose. De l'autre côté, on peut essayer de le réutiliser. Comme on l'a vu avant, il y a des industries qui se servent du CO2 comme matière première pour créer d'autres choses. Ça peut être de l'agriculture ou des carburants de synthèse. Et donc tout ça fait que le CO2 a une chaîne vraiment complète qu'il faut traiter. Si on s'intéresse un peu plus précisément, on va passer rapidement dessus, sur les systèmes de capture ponctuelle, on peut les différencier en trois grandes familles. La première, c'est la précombustion qui consiste à faire le gros du travail avant le système énergétique qui va venir produire du CO2. À l'inverse, on a la post-combustion qui, elle, vient faire son travail après, donc grossièrement, et on vient filtrer les fumées. Et une dernière famille qui est un peu plus fine, consiste à venir contrôler ce qu'on injecte dans notre système énergétique pour avoir ce qu'on souhaite en sortie. Si on revient maintenant à notre sujet qui est la décarbonation du transport maritime, on s'aperçoit rapidement qu'il n'y a pas de distribution commerciale et à grande échelle de système de capture de carbone. On a seulement affaire à des démonstrateurs de niveau industriel. Ce, malgré le fait qu'on ait une multitude de technologies avec vraiment des dizaines de modèles qui existent à travers le monde. Et l'objectif de tout ça, c'est d'atteindre une forme de circularité. En propulsant des navires avec de l'hydrogène et d'autres ou des carburants de synthèse, on va venir produire du CO2 qu'on vient ensuite capturer sur le navire pour pouvoir le réinjecter dans les centrales de production de ces carburants une fois à terre. À titre d'exemple, il y a l'entreprise Neratec en Allemagne qui s'intéresse particulièrement aux carburants de synthèse et un projet un peu plus proche d'ici qui est le hub de Saint-Nazaire du projet Zebra, qui est un hub énergétique bas carbone beaucoup plus massif, beaucoup plus global. Pour vous donner des exemples de projets qui ont abouti et qui sont au stade de démonstration, il y a le projet CC Ocean au Japon, qui annonce capturer 100 kg de CO2 par jour lorsque le navigue vogue, ce avec un taux de capture de 65%. Le taux de capture, c'est la quantité de CO2 qu'on parvient à retirer par rapport à ce qu'on a injecté dans le système énergétique. Un projet un peu plus modeste qui a lieu aux Pays-Bas, c'est le projet Filtré. C'est une technologie plug and play, c'est-à-dire que, comme on peut le voir sur l'image, on est venu se brancher directement dans les cheminées du navire. Et ici, l'entreprise annonce réduire les émissions totales du navire de 40%. Mais le projet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le projet Mervent. C'est donc un projet Corémer qui est financé par la BPI et qui regroupe 5 acteurs principaux, 4 entreprises, Zephyr et Boré, CWS, GTT et Oz Engineering, et un acteur public, Centrale Nantes. Le but de ce projet, c'est d'en faire un véritable démonstrateur de la décarbonation dans son ensemble, plus que de la capture de carbone. En effet, il a 3 axes de recherche. Le premier, c'est la performance énergétique des navires. Un deuxième axe, c'est la propulsion hybride avec des ailes rigides rétractables, qu'on peut vulgairement appeler des voiles, et couplées à des carburants de synthèse. Et enfin, le dernier sur lequel je travaille, c'est la capture de carbone embarquée. Cette capture, elle sera de manière cryogénique, donc à très basse température, comme on l'expliquait plus tôt. On est sur du -100, -120 °C. Et elle se décompose en 3 grandes phases. La première, c'est le développement d'un prototype par l'entreprise GTT afin de le fournir à Centrale Nantes pour l'installer sur un banc d'essai, faire des mesures, optimiser des modèles, etc. Et la dernière étape, ce seront des tests en mer, grandeur nature. Pourquoi une capture cryogénique, vous me direz?
Eh bien, il y a trois raisons à cela. La première, c'est que les taux de capture sont très très élevés. On atteint les 99,99% en laboratoire, ce qui est tout simplement énorme. La deuxième, c'est que contrairement aux autres systèmes de capture, on n'a pas de solvant à régénérer, ce qui simplifie énormément le post-traitement du CO2. Et la dernière, c'est que lorsqu'on a une source froide à disposition, par exemple du GNL, on effectue d'importantes économies sur la capture, comme on peut le voir sur l'image par rapport à un état de référence. On peut doubler, voire tripler les économies réalisées en capturant du CO2 lorsqu'on ne paye pas en fait le froid. Aujourd'hui, ça concerne environ 1000 navires qui sont soit en service, soit en commande. Un premier exemple de technologie cryogénique, ce sont les packet beds. C'est un système de 3 enceintes qui fonctionnent en parallèle. Dans la première, donc la phase de capture, on vient capturer le CO2 qui est présent dans les gaz d'échappement. Pendant ce temps, dans la deuxième, on vient récupérer le CO2 qui est capturé, c'est-à-dire qu'il est dans la chambre, on vient le retirer de cette chambre. Et la troisième, pendant ce temps-là, est refroidie pour retourner à son état initial et entamer un nouveau cycle de capture. Ainsi, on a un fonctionnement en cycle avec un refroidissement qui est assuré par du GNL. Le développement de cette technologie, on est sur des tests en laboratoire assez complets, donc on peut s'attendre à des TRL de 5-6. Un deuxième exemple de technologie, c'est l'Inertial CO2 Extraction System, qui utilise une détente supersonique. Pour faire simple, on vient réduire la section de passage du tuyau du gaz d'échappement, ce qui va venir accélérer le gaz d'échappement. Et lorsque cette section se réélargit à nouveau, le gaz refroidit. Avec la bonne forme et les bonnes conditions, on atteint les conditions cryogéniques du CO2, ce qui fait qu'il se désublime et va former des cristaux qui vont venir glisser le long de la paroi. Désolé, je tremble un peu. Et ensuite, on a juste à, en gros, racler les bords pour retirer le CO2 du gaz, sachant que ce dernier est moins dense que les cristaux et a continué sa route au milieu du système. Ici, les tests en laboratoire sont un peu moins complets. On a un TRL un peu plus faible, d'entre 4 et 5. Pour vous donner une petite liste qui est loin d'être exhaustive des technologies cryogéniques, et parce qu'il fallait bien mettre un tableau dans cette présentation, ici, on a un certain nombre de technologies plus ou moins avancées. Et ce qui ressort, c'est qu'on atteint facilement des taux de capture de 80 voire 90%, ce qui est au moins aussi bien que les technologies qui sont non cryogéniques. Et quand on met en parallèle l'énergie requise pour capturer du CO2 ici, on s'aligne sur des consommations énergétiques par kilogramme de CO2 de 2 à 3 mégajoules pour les technologies les plus matures, ce qui est inférieur aux technologies non cryogéniques, qui elles s'alignent plutôt sur du 3 ou 4 mégajoules par kilogramme de CO2 capturé. Mes objectifs dans ce projet, donc le projet Mervent, c'est en premier lieu de modéliser le système dans son ensemble sous AMSIM, dans le but d'optimiser la capture, que ce soit en termes donc, de taux de capture, d'énergie requise, également de coût, et de tout autre paramètre qui paraîtra pertinent à mesure que le projet avance, avec dans l'idée d'observer et d'étudier le couplage au moteur à combustion interne, avec une idée derrière la tête qui serait de s'affranchir ou d'essayer de s'affranchir du GNL dans un futur plus ou moins proche. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre avec la plus grande clarté.